Également, M. Drainville ont clamé à tour de rôle la nécessité de revoir l'organisation du travail, la nécessité de donner plus de souplesse dans les processus d'affectation. Et on trouvait que c'était important aujourd'hui de prendre la parole pour rectifier certains faits et dévoiler les dessous de ces propositions patronales. Alors, si vous avez remarqué, dehors aujourd'hui, il y a des manifestations qui ont cours. Il y a des membres de syndicats affiliés à la FAE qui manifestent devant les bureaux du ministre de l'Éducation, mais aussi devant les centres de services scolaires partout à travers notre territoire pour exprimer leur colère par rapport à cette demande-là. Ce sont des demandes qui ne répondent en rien aux maux dont ils souffrent et ça ne répond pas non plus aux criants problèmes de pénurie qui ont cours dans nos écoles et dans nos centres d'éducation des adultes, centres de formation professionnelle. Et là, nos élus vont devoir prendre acte de ce qui se passe aujourd'hui, puis de ce qui se passe depuis plusieurs jours dans les rues. Ce n'est pas le syndicat qui est rigide. Juge que les solutions, particulièrement sur les affectations, vont les ramener 30 ans en arrière. Si on veut parler de rigidité, on pourrait parler de rigidité des centres de services scolaires parce qu'ils sont vraiment entêtés à ne pas reconnaître l'apport des profs dans le système éducatif. Les affectations, c'est un sujet quand même assez complexe. Je vais essayer de recourir à mes talents de prof pour expliquer ce qui se cache derrière ce que le gouvernement présente comme une manière de régler, et je cite, le psychodrame de la rentrée. D'abord, il faudra comprendre que les processus d'engagement, d'affectation, de mutation, les listes de priorités, ces sujets-là sont des sujets qui ont depuis toujours été négociés au niveau local entre les centres de services scolaires et nos syndicats affiliés, les syndicats locaux. Il faut rappeler que les membres qui ont négocié ces ententes-là au fil des ans ont fait différentes concessions pour en arriver à l'entente qui existe présentement. Et aujourd'hui, ce que le gouvernement leur propose de faire, c'est de s'ingérer au niveau national dans leurs ententes locales et d'imposer une solution sans qu'aucune contrepartie soit offerte aux profs qui vont subir les frais de ça. Ça, c'est le premier problème. Ensuite, pour la FAE, on parle de 9 syndicats locaux qui œuvrent dans 12 centres de services scolaires différents. Ce que le gouvernement nous demande, c'est de venir négocier au national pour uniformiser les pratiques, et ce n'est pas encore clair si, en quelque part, il n'y a pas une volonté même de faire une uniformisation nationale auprès des 72 centres de services scolaires. Or, aux tables de négociation, ça fait quand même 11 mois qu'on négocie. Il y a déposé. Où sont les problèmes? Ça touche combien de profs? Combien de contrats? Dans quel centre de services scolaires? Ainsi de suite. Aucune donnée a été disponible pour qu'on puisse analyser la situation. En plus, il faut comprendre que ces processus d'affectation-mutation-là qu'on connaît, ce n'est pas juste une date. Ça commence très, très tôt dans l'année scolaire parce que ça commence dès les inscriptions, en fait, en février, mars, dans les centres de services. Et après ça, vient toute une série d'opérations pour évaluer les besoins, le nombre de groupes, le nombre de profs dont on aura besoin. Et ça se passe progressivement jusqu'en août. Donc, quand on vient modifier une date, c'est toute une séquence d'événements qu'il faut revoir pour s'assurer que tout concorde et surtout s'assurer que les centres de services vont être capables de livrer la marchandise, qu'ils auront le temps de faire les analyses, qu'ils auront le temps de mettre à jour leur liste, qu'ils auront le temps de préparer les séances d'affectation. Changer une date, c'est pas si simple que ça en a l'air. Donc, pensez trouver des solutions porteuses pour l'ensemble du réseau, puis penser qu'on va réussir à inclure ça dans une entente avant les fêtes, c'est absolument irréaliste et honnêtement, c'est irresponsable quand on considère qu'en ce moment, il y a 66 500 profs dans les rues puis qu'il y a un demi-million d'élèves qui ne vont pas à l'école. Ça n'a pas de sens de penser travailler comme ça. Si on veut travailler dans le respect des gens, dans le respect des syndicats locaux, ça va nous prendre du temps que nous n'avons pas en ce moment. Et encore, si c'était que ça, mais le problème majeur, il est vraiment ailleurs. La demande de revoir les processus d'affectation ne se résume pas à un changement de date, quoi qu'on essaie de vous faire penser dans l'espace public. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que l'objectif poursuivi par les centres de services scolaires, c'est de restreindre les droits des profs
au profit d'un plus grand droit de gestion des gestionnaires scolaires. C'est un droit de gérance qu'ils veulent avoir. Et encore une fois, au nom de la pénurie, au nom de la stabilité des écoles, on demande à ceux qui restent d'en faire plus. On leur rajoute des contraintes. On va limiter leur liberté d'action parce qu'on veut les avoir à notre service pour faire ce qu'on veut. Puis je vais vous montrer pourquoi. Parlons des affectations le 30 juin. Les affectations le 30 juin puis celles du mois d'août, ça touche nos précaires. Donc, ceux qui sont sur les listes de priorité de rappel, qui n'ont pas encore de contrat à temps plein là, régulier, permanent, si on veut. Alors, on essaie de vous faire croire que mettre les affectations au 30 juin, c'est dans l'intérêt des profs, c'est dans l'intérêt des élèves. Malheureusement, ce n'est pas le cas. D'abord, il faut comprendre que sur le territoire de la Fédération, il y a une majorité de centres de services qui ont déjà des affectations au 30 juin. Donc, ça existe et ça ne règle pas les problèmes de pénurie, ça ne règle pas les difficultés de recrutement. Ça n'empêche pas non plus pendant l'été tous les mouvements qui se produisent au niveau des élèves et du personnel enseignant. Je parle d'invalidité, de grossesse, de retraite, de démission surprise, de déménagement, d'élèves qui s'ajoutent ou qui partent après avoir suivi des cours d'été, puis les examens de reprise et tout ça. Les groupes changent pendant l'été. Et c'est justement à ça qu'elles servent les séances du mois d'août dans plusieurs centres de services scolaires. On n'y échappe pas, bon an, mal an, il faut revoir les groupes, il faut revoir le système au retour des vacances. C'est une réalité. La proposition patronale, ce n'est pas juste de faire une première séance en juin, elle demande de mettre fin aux séances en août et de donner plein droit de gérance aux directions pendant l'été, puis de ne plus tenir ces séances-là en août. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que ça va enlever des choix à notre personnel précaire qui est sur les listes de priorité. Ça va leur enlever des occasions pour eux de choisir des contrats qui répondraient peut-être mieux à leurs besoins puis à leurs intérêts. Puis vous savez qu'en début de carrière, avoir du choix, c'est très intéressant. On peut choisir des fois le lieu de notre école, le niveau qu'on va enseigner, notre tâche, l'horaire de l'école, la durée de notre contrat, si on a des projets personnels qu'on voudrait s'en aller à un moment donné en vacances ou peu importe, tous ces contrats-là sont là. Donc, non seulement on restreint le choix des gens, mais en plus, autre demande patronale dont on ne vous parle jamais, on veut les forcer à prendre des contrats en les radiant des listes de priorité s'ils refusent une tâche qui ne leur convient pas. On parle beaucoup des précaires et de leurs difficultés en début de carrière. On est en train de les contraindre à prendre des contrats dont ils ne veulent pas. S'ils ne le font pas, on va les radier des listes de priorité. Pour nous, c'est grave parce qu'on est en pénurie. On n'a pas les moyens de perdre un seul enseignant. Pas un. Et ça ne touche pas juste les précaires. J'ai envie de vous parler de nos plus anciens, nos permanents, qui sont là dans le système depuis longtemps, puis qui travaillent fort pour y rester malgré toutes les embûches. Souvent, ils vont profiter des séances d'affectation pour améliorer leur sort, concrètement. Ils vont essayer de trouver un poste qui correspond plus à leurs besoins, ou ils vont se dire, je vais essayer de faire progresser ma carrière, aller explorer d'autres réalités. Donc, on veut changer de niveau scolaire, parfois on veut se rapprocher de notre domicile, parfois c'est dans l'équipe école, le projet éducatif qui nous convient moins, on aimerait explorer autre chose, peu importe. En ce moment, les propositions patronales qui sont sur la table visent à restreindre les mouvements personnels au nom de la stabilité dans les écoles. Concrètement, on demande aux profs de limiter les possibilités d'aller s'épanouir ailleurs. Et là, je vous le demande sincèrement. Si un prof veut quitter un établissement pour quelque raison que ce soit, est-ce que ça sert quelqu'un de le retenir et de le forcer à rester? Qui ça sert? À part les centres de services scolaires qui veulent nous garder sous la main comme ils veulent. Donc, les effets des propositions patronales en matière d'affectation, ça ne favorisera pas la rétention du personnel, bien au contraire. Ça ne favorisera pas l'épanouissement et le bien-être du personnel enseignant. Le gouvernement manque sa cible en ce moment. Il pense juste en termes de chiffres, de postes à afficher à la mi-août, de chiffres qui vont montrer qu'il est en contrôle de la situation, mais ça ne réglera aucun problème. Le vrai psychodrame de la rentrée, c'est de voir qu'année après année, le système perd une proportion importante de gens qualifiés, de gens compétents,
puis on les perd parce qu'on n'a pas su prendre soin d'eux. C'est ça la réalité et c'est ça le vrai psychodrame dans nos écoles. On observe une désertion depuis des années, puis ce n'est pas un changement radical dans les séances d'affectation qui vont permettre de renverser la vapeur. C'est très malheureux, puis je suis au regret de vous dire que les gestionnaires des centres de services scolaires ne se comportent pas comme des employeurs de choix, quoi qu'ils en disent et quoi qu'ils essaient de convaincre le gouvernement. Je vais terminer en vous parlant de la fameuse souplesse qui est demandée. Les messages qui sont lancés dans l'espace public sont graves. C'est une attaque directe aux droits des profs, comme je viens d'en parler, mais on induit aussi la population en erreur. On devrait s'inquiéter collectivement parce que la flexibilité qui est demandée en ce moment, c'est souvent le prétexte pour le réseau scolaire de ne pas fournir des services aux élèves dans les écoles. Et je vous donne un exemple très concret pour finir. La FAE demande, dans le cadre de la négociation, d'établir un délai maximal pour l'évaluation des élèves, pour faire en sorte qu'on connaisse les réelles difficultés, qu'on puisse documenter le dossier et répondre aux besoins des enfants. La partie patronale nous refuse cette demande-là. Ils ne veulent pas se créer d'obligations. Ils ont besoin de souplesse. Alors, ce dont le réseau a besoin pour offrir des meilleurs services aux élèves, c'est de la rigueur. Ils ont besoin qu'on leur mette des obligations, qu'on leur fixe des délais. Un énième changement de structure négocié rapidement sur le coin d'une table, dans une négociation nationale qui n'est même pas le bon lieu pour le faire, ça ne réglera rien. Et les profs sont dans la rue en ce moment pour dire au gouvernement, nous avons des solutions, les services, on sait comment les améliorer. Relisez, s'il vous plaît, nos demandes syndicales et venez en parler aux tables de négociation. Je vous remercie. Merci. Je vais te donner la parole, chacun votre tour. Une question, une sous-question. Ensuite, si on a le temps, on fera un deuxième tour. Alain Laforêt, TVA, première question. Bonjour, Mme Hubert. Bonjour. Sur une échelle de 1 à 10, votre niveau de confiance, c'est à combien? Là? Je vous écoute, pas très élevé. Vous avez raison. Je vous dirais, on est certainement en bas de 5. Je ne le qualifierai pas trop parce qu'il y a quand même des travaux aux tables dont je n'ai pas eu rapport encore parce qu'il est très tôt ce matin. Mais ça ne va pas bien aux tables, on n'avance pas. Puis malheureusement, le gouvernement en ce moment a l'air d'être à l'écoute des centres de services scolaires, des préoccupations du réseau. Puis il y a des empêcheurs de tourner en rond en ce moment, puis ce n'est pas les syndicats, parce qu'on est disponible, on est aux tables, puis on a vraiment beaucoup de problèmes identifiés dans le réseau. Est-ce qu'il y a moyen de trouver une piste d'atterrissage sur les affectations? Est-ce que vous êtes prêt à en discuter à la table centrale et aux tables sectorielles? Ou je vous écoute ce matin, ça semble être une fin de non-recevoir? Je vous remercie de nous poser la question. C'est sûr qu'aujourd'hui, notre objectif, c'était vraiment de venir un peu expliquer les dessous de ces demandes-là. Mais malgré tout, on est prêt à le regarder s'il y a des problèmes. Nos syndicats locaux, d'ailleurs, nous le disent. Nos ententes locales, elles sont là. On va les négocier. Et tout de suite après la négociation nationale, c'est la négociation locale qui commence. Donc, nos partis locales ont de l'intérêt pour regarder ça, mais même au niveau national. Mme Lebel veut avoir une discussion sur la question. On est en train de regarder avec nos instances comment on pourrait ouvrir un endroit où ces discussions-là pourraient se mener. Les travaux peuvent-ils se mener? Sans doute, mais ça va prendre plus de temps pour faire ça. On ne peut pas penser qu'un changement majeur comme celui qui est demandé avec les impacts que ça a, on ne peut pas imaginer qu'on va avoir réglé ça avant les fêtes. C'est impossible. Donc, on regardera comment en parler, mais on ne voit pas comment ça peut se faire dans le cadre de cette négociation-ci. Mathieu Goyer, Radio-Canada. Il y a un éléphant dans la pièce qui a été mentionné par d'autres sur le droit au chômage des profs qui gagnent un salaire plein sur 10 mois, qui touchent le chômage de l'été. Vous ne l'avez pas évoqué. Est-ce que c'est pas ça aussi un enjeu pour vous? C'est un enjeu dans très peu de nos centres de services scolaires, pour être franche. Oui, c'est un enjeu dans les centres de services scolaires où il n'y a pas d'affectation des précaires en juin. Mais comme je le disais, la majorité de nos centres de services ont des affectations en juin. Et depuis que les règles de l'assurance-emploi ont changé, les gens qui prennent des contrats en juin sont généralement pas éligibles à l'assurance-emploi pendant l'été et ne sont pas non plus, même s'ils passaient leur taux, par exemple, pour ne pas prendre de contrat, l'assurance-emploi est en mesure de regarder les listes. Puis s'ils savent qu'il restait des postes dans un centre de services donné, ils ne donnent pas de chômage aux profs. Donc, je vous dirais, très franchement, c'est une fraction des membres qui ont droit à ça. Pour eux, ça aurait des conséquences.
Mais dites-vous bien qu'on n'est pas 66 500 dans les rues pour une question de chômage aux profs qui sont dans cette situation-là l'été. Le problème est beaucoup plus profond que ça. Le Front commun et la FIC ont de nouvelles séquences de grève de quelques jours. S'il y a une GGI dans leur cas, ce sera seulement en 2024. Vous, c'était la GGI dès le départ, dès le 23. C'est pas arrivé trop vite. Nos membres nous ont dit, quand on a annoncé le 23 novembre, nos membres nous ont dit c'est trop tard. Ils étaient prêts dès le mois de septembre. Il y en a même qui, en juin, voulaient être en grève à la rentrée. C'est incroyable. Vous le voyez dehors, le niveau de mobilisation des membres a atteint un sommet, là. Ça ne peut plus continuer comme ça. Et c'est ça le sens du mandat qui nous a été donné. Les membres ont été très clairs et très formels dès qu'on a commencé à parler de grève. Il y avait un roll-ball et c'était cette négocie, ça passe ou ça casse, mais ça ne pourra pas durer encore 5 ans. Hugo Pilon, La Rose, La Presse. Bonjour, vous semblez en ce moment vraiment dans une impasse entre vos demandes à la table et ce que l'employeur, ce que le gouvernement propose. Dans ce contexte-là, et puisque vous êtes déjà en GGI, comment se fait-il que vous n'avez pas demandé un conciliateur comme le Front commun l'a fait? D'abord, il faut comprendre, on avait demandé déjà une médiation cet été et on est arrivé en médiation avec une ferme intention de faire avancer les choses. On n'était pas assis juste pour attendre notre droit de grève. On a sincèrement travaillé avec nos équipes pour faire avancer la négociation. Et la médiation n'a pas été très, très fructueuse parce qu'on a devant nous des représentants des centres de services scolaires qui ne sont pas intéressés à faire de la médiation, qui ne sont pas intéressés à venir sur notre terrain des solutions. Donc, nous, ce qu'on travaillait jusqu'à encore hier, on travaille avec l'appareil gouvernemental, les équipes derrière la négociation pour faire débloquer le fonctionnement à nos tables. Et c'est là-dessus qu'on misait. Bien sûr, si ça ne fonctionne pas puis qu'on constate qu'on continue d'être dans une impasse, il faudra changer de stratégie. Est-ce que la conciliation en sera une? Peut-être. C'est quand on fera le point avec nos équipes puis avec nos instances, on décidera de la suite. Mais pour le moment, c'est pour ça qu'on n'y était pas allé. Et en ce moment, ce que vous avez décidé de faire avec vos instances, c'est une grève générale et limitée qui aura des conséquences immédiates sur les élèves en difficulté, ces mêmes élèves que vous vouliez protéger dans les présentes négociations. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas encore plus proactif? Vous ne demandez pas maintenant le conciliateur? Parce que chaque jour qui passe, les conséquences sur les élèves sont réelles. Alors comment ça se fait-il que le conciliateur n'est pas déjà à vos tables? Comme je vous dis, on travaille avec le gouvernement en ce moment à faire débloquer les tables, puis ça va fonctionner. On va travailler, puis si c'est pas ça, on regardera pour la conciliation. Mais chaque jour qui passe, c'est aussi une journée où les profs sont à la rue. Ils ont choisi de le faire sans salaire. Il faut que ça veuille dire quelque chose pour les gens, là. Les profs n'ont pas pris la rue pour le plaisir ou pour des caprices. Et ça, le gouvernement va devoir l'entendre. Puis la population l'a compris, parce que tout le monde sur les lignes de piquetage nous le disent. Les gens ont compris, y compris les parents, pour une grande proportion, que ce qu'on fait, c'est pour améliorer les choses. Puis oui, c'est un mauvais moment à passer pour tout le monde, on en est conscient, mais ça fait 20 ans que le système se dégrade. Ça fait 20 ans que, progressivement, les élèves sont en perte de service. Soyez convaincus que les profs travaillent encore à améliorer le système, même s'ils ont pris la rue. Patrick Belrose, Journal de Montréal, Journal de Québec. Oui, bonjour. Depuis que vous avez déclenché la grève générale limitée, est-ce que vous avez senti un changement dans les négociations? Est-ce qu'il y a un sentiment d'urgence qui anime le gouvernement? On est parfois inquiet parce que vous comprendrez qu'une négociation, ça ne se passe pas tout le temps juste aux tables. Il faut aussi retourner chacun de nos côtés, analyser les propositions, voir comment on répond et comment on peut faire avancer. C'est sûr que quand les porte-paroles se retirent avec les équipes et qu'on passe un certain temps, pas de rencontre, par exemple, c'est toujours inquiétant de se demander est-ce qu'ils prennent ça au sérieux ou pas. Parfois, on a l'impression que ça avance pas assez vite. Madame Lebel nous dit qu'elle travaille d'arrache-pied à faire progresser les choses. On veut bien. Il va falloir qu'il y ait des retombées concrètes. Depuis 3 jours, ça négocie un petit peu plus activement. Donc, on va compter là, sur ça. Mais pour vrai, on pense vraiment en ce moment qu'il y a de l'obstruction dans nos discussions parce que les centres de services scolaires ne sont pas au rendez-vous pour améliorer le système en ce moment. Je ne fais pas partie du Front commun, mais vous avez vu la controverse posée par Mme Picard du maire hier. Est-ce que vous craignez que ça nuise à l'ensemble des syndiqués qui sont
Je pense que c'est un problème ou une situation qui touche la FTQ en premier. Ce sera à leurs membres de gérer la situation comme ils jugeront pertinent de le faire. Nos membres dans la rue ce matin, c'est pas du tout de ça qu'ils nous parlaient, pour être très franche. Et puis, pour ce qui est de la FAE, les membres du comité exécutif, assurément, vont dans la rue avec eux le temps qu'il faudra pour qu'on puisse faire avancer les choses. Et c'est pas de ça qu'on a parlé du tout dans les rues ce matin. Caroline Blanc, la presse canadienne. Oui, bonjour. Bonjour. Pour les affectations, ce que vous voulez, dans le fond, c'est le statu quo? On ne veut pas nécessairement le statu quo. Il faut comprendre que certaines ententes locales là, datent d'aussi loin que 1999. Il y a des ententes que les centres de services scolaires n'ont pas voulu ouvrir depuis tout ce temps-là. Il y a des centres de services scolaires qui font de l'obstruction dans les négociations locales. Donc, on n'est pas fermé à pouvoir regarder ce qui se passe, mais encore faudrait-il que plutôt que juste marteler des solutions, on vienne s'asseoir pour analyser les problèmes. Dans quel centre de services scolaires ça pose problème? Quels centres de services scolaires ont des affectations déjà très tôt, parce qu'il y en a dans nos syndicats locaux qui ont fait des ententes avec les centres de services pour devancer les séances. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que ça a donné des résultats? Oui, non. Est-ce que c'est généralisable? Nous, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir faire des analyses. Et le gouvernement, malheureusement, est sur des propositions. Puis quand on arrive aux tables, elles ne sont pas documentées. On n'est pas capable de comprendre où sont les problèmes. On est juste axé sur, il y avait des chiffres dramatiques à la rentrée, c'était la catastrophe, on ne veut pas revivre ça. Oui, on en est. Est-ce qu'on peut regarder vraiment plus en détail et prendre le temps de faire un travail sérieux qui va être dans le respect des syndicats locaux? C'est ça qu'on demande. On ne pourra pas faire ça en vitesse comme ce qui nous est demandé en ce moment avant les fêtes. Puis vous l'avez évoqué vous-même, les membres qui sont en grève n'ont pas de salaire, il n'y a pas de congrès, c'est très difficile pour eux, c'est une société. Combien de temps vous pensez que vous allez pouvoir tenir? Combien de temps les gens, quand ils ont pris la rue, nous ont dit le temps qu'il faudra. Et c'est encore ce qu'ils nous disaient ce matin dehors. Ils sont très, très, très bruyants. On va tenir le temps qu'on va avoir à tenir pour avoir une entente satisfaisante et avoir espoir que les 5 prochaines années vont aller du meilleur côté. Puis ce qu'on aimerait aussi, c'est que le gouvernement comprenne qu'il n'y aura pas de solutions magiques qui vont donner des résultats dans les prochains 6 mois. Ça fait 20 ans que le réseau se dégrade. Ça va probablement prendre autant de temps, 2, 3, 4 rondes de négociations pour vraiment rattraper tout ce qui s'est perdu au fil du temps. Mais il faut commencer maintenant, puis nos profs sont prêts à donner ce coup-là. Puis les jeunes, comme les moins jeunes, on a des gens qui sont au bord de la retraite, qui goûteront peut-être même pas tous les avantages qui vont être tirés de cette convention collective-là, puis qui sont prêts à faire le sacrifice parce qu'ils ont espoir que ça change pour ceux qui vont les suivre. Ils sont déterminés, nos profs, vraiment. C'est sûr qu'elle va devenir de plus en plus difficile au fil du temps. On est très conscient. Moi-même, je fais partie, je suis dans un couple d'enseignants. On n'a pas de revenus ni un ni l'autre depuis le 23 novembre. C'est sûr que ça va faire une pression énorme. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est du changement. On va être là le temps qu'il faut. Puis moi, je mets en garde le gouvernement en ce moment parce que des gens mal pris, ce qu'ils vont faire là, dans le contexte du marché du travail actuel, ils vont aller cogner aux portes d'employeurs privés. Puis on a des compétences, les profs, qui sont très recherchées sur le marché du travail. On est des gens capables de respecter des échéanciers, on est multiprojets, on a le sens du service aux clients, on s'exprime bien, on sait lire et écrire de façon impeccable. Ce sont des qualités qui sont recherchées dans le marché du travail. Puis il y a des employeurs privés là, qui sont très intéressés à voir les profs s'en venir. Fait que le gouvernement aurait intérêt à régler, plutôt que de miser sur l'épuisement des gens, là, puis la colère des parents, qu'on règle parce que nos profs, s'ils décident d'envoyer leur CV, moi j'ai des nouvelles pour le gouvernement, ils vont être embauchés, puis ils ne reviendront plus en janvier. Donc ça presse qu'on règle, ça presse qu'on donne des mandats à nos tables de négociation. C'est une menace, ça, Mme Hubert. C'est pas une menace, c'est un fait. Nos gens sont à bout. Les profs dans la rue nous disent, on va regarder les résultats des prochaines négos et ça va peut-être faire la différence à savoir si je reste ou si je quitte. C'est pas une menace, c'est un fait. Allez leur parler dans la rue. Allez à leur rencontre. Dites-vous pas que c'est le syndicat là, qui invente ça de toutes pièces. Ils sont là, sont 2000. Allez-y. Allez les voir. Simon Bourassa, nouveau. Bonjour, Mme Hubert. Bonjour. La composition de la classe, ajout de classe spécialisée, ce que vous demandez, le gouvernement dit, bien, pour ça, ça va prendre plus de profs. Vous dites non,
ça ne prendra pas plus de profs. C'est pas comme ça. C'est sûr que ça va prendre, pour ouvrir des classes spécialisées, ça va peut-être prendre un peu plus de profs parce que les ratios dans les classes spécialisées, plutôt que d'être du 1 pour 20, 1 pour 25, 1 pour 30, on est dans un ordre de 1 pour 6, 1 pour 10, 1 pour 12, 1 pour 14. Donc, c'est sûr qu'il y a un aspect de ça qui est un peu plus de personnel. Là-dessus, le gouvernement a raison. Il n'a pas tort sur le fait que ça va demander plus peut-être de profs. Mais si on équilibrait mieux les groupes, puis qu'on était capable de placer les élèves dans la classe qui est adaptée à leurs besoins, le prof dans la classe régulière, si l'élève est allé en classe d'accueil, par exemple, s'il y avait des besoins de francisation, ou qu'on a ouvert une classe spécialisée s'il était en grand besoin pour toutes sortes de difficultés d'apprentissage ou de comportement, le prof dans la classe régulière, il ne s'épuisera plus. Le prof dans la classe régulière va finir son année sur ses deux pattes, dans la classe, avec des élèves. Et ça aussi, il faut que ça soit pris en compte dans l'équation. Les demandes d'indemnité en invalidité n'ont pas cessé d'augmenter dans les dernières années. Et des invalidités, même à long terme, sur du 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça crée une pression énorme sur le réseau, les gens qui quittent. Nous, on pense que faire un effort, puis peut-être que tout ne sera pas fait cette année. On a 5 ans. Est-ce qu'on peut étaler les demandes puis viser à plus long terme aussi? On n'est pas dans une logique que tout doit être en application en 2024. L'entente va durer 5 ans. Est-ce qu'on peut étaler puis penser à des choses à long terme? Parce que si on retient notre monde, si nos jeunes qui sortent du bac ne quittent pas dans les 5 premières années, on va les avoir, les profs, pour les ouvrir des classes spéciales. Puis, justement, sur le fond direct, pourquoi techniquement un syndicat de la taille de la FAE n'est pas en mesure de se constituer un minimum de fonds de grève pour ces situations? D'abord, la FAE ne récupère pas, puis ça, on a senti cette semaine, c'est un peu un mythe, là, les gens ont l'air de s'imaginer que toutes les cotisations des profs s'en vont à la FAE, ce n'est pas le cas. La majorité des cotisations syndicales restent dans les syndicats locaux et sont retournées en service direct aux membres, des gens qui répondent au téléphone, aider les gens à se démêler dans la convention collective, des représentations au centre de service, ainsi de suite. Mais quand on regarde la masse de monde qu'on a, un fonds de grève pour subvenir aux besoins de 66 000 personnes, bien, d'abord, c'est une gestion incroyable de liste de présence et tout ça pour être capable d'indemniser les gens. Et ça demanderait des sommes colossales qui nécessiteraient des cotisations spéciales dans les syndicats locaux. Et quand on regarde ces aspects-là, les membres ont plutôt choisi pour dire, bien, ne faisons pas ça. Et on recommande aux gens, puis je l'ai dit souvent depuis le début des moyens de pression, faites-vous un fonds d'urgence. Et s'il n'y a pas de grève, bien, tant mieux pour vous. Vous pourrez investir dans des rénovations, dans un voyage, dans un projet, dans les études de vos enfants, peu importe. Donc, le choix qui a été fait au fil du temps, et c'est encore le choix qui est fait aujourd'hui, ça a été de plutôt opter pour que les gens organisent leur budget. Il y a certains syndicats qui ont trouvé comment faire certaines réserves, mais le fonds de grève, c'est pas magique, là. Les gens ont l'air de s'imaginer que les gens toucheraient leur salaire. On ne peut pas, imaginons 66 000 personnes, même si on leur faisait toucher 100 $ par jour, là. Vous comprenez les budgets que ça prend. Après 2-3 jours de grève, les fonds sont épuisés de toute manière. Donc, ce n'est pas la solution pour nous en ce moment. Philippe Rodrigue Comeau, Cogeco. Bonjour, Mme Hubert. Bonjour. Est-ce que c'est réaliste de penser à un blitz imminent des négociations? On enferme tout le monde dans la même pièce, puis personne ne sort avant que ce soit réglé. Je fais une image, là, mais est-ce que c'est réaliste à ce moment-ci ou ça ne donnerait rien du tout? Qu'en pensez-vous de cette idée-là? D'intensifier davantage encore? C'est clair pour nous, si le gouvernement nous proposait d'intensifier les choses puis de s'enfermer pour un blitz de plusieurs jours consécutifs, on va répondre présent. On n'attend que ça, que les choses s'intensifient. Il va cependant falloir, puis je le répète, qu'aux tables de négociation, on arrête d'écouter juste l'idée des centres de services scolaires qui veulent se sortir de la pénurie en contraignant notre monde. Il va falloir aussi qu'on regarde des solutions qui sont plus porteuses pour les profs et les élèves. Donc, oui, un blitz, on va être super content d'en avoir un, mais il va falloir faire débloquer les mandats aussi aux tables, puis il va falloir que le gouvernement écoute pas seulement le point de vue des centres de services scolaires, mais oui, c'est sûr qu'on va être au rendez-vous. Et sur le voyage à Dubaï, la présidente de la FTQ, j'aimerais vous entendre sur le fait, vous avez quand même répondu à mon collègue sur le sujet, mais
Vous répétez souvent que vous sentez l'appui de la population est derrière vous dans vos revendications. Est-ce que c'est un manque de jugement qui pourrait venir vous faire mal? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il est venu tirer dans votre chaloupe? Je ne commenterai pas les choix qui ont été faits par Mme Picard parce que je ne les connais pas. Donc, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là. Moi, je pense qu'il faut aussi faire la distinction. Là, la Fédération est loin des enjeux qui touchent Mme Picard en ce moment. Je ne vais vraiment pas commenter la chose. Moi, je pense que nos membres sont capables de faire la part des choses. Puis je pense que la population aussi, parce que entre les choses qui se seraient passées à la FTQ puis ce qu'ils voient dans les écoles au quotidien, je pense que monsieur et madame tout le monde vont être capables de faire la part des choses entre les deux. Là. Quelques questions de plus. Mathieu Goyer. Vous mentionnez beaucoup les centres de services scolaires. On comprend que, selon vous, c'est eux qui mettent du sable dans l'engrenage. Mais faites-vous une distinction entre les demandes des centres de services scolaires et les directions d'école? Sentez-vous qu'il y a des directeurs, des directrices d'école qui sont de votre bord puis que vous voyez un décalage entre les demandes des centres de services scolaires? Est-ce que les directions d'école souhaitent ou veulent obtenir également? Pour être très franche, je pense qu'il y a une différence entre les gestionnaires dans les centres de services scolaires et les directions. Certaines directions sont dans cette logique-là, on ne se le cachera pas. Il y a des directions qui gèrent avec du contrôle, avec des contraintes, en faisant du volontariat forcé et ainsi de suite. Mais il y a beaucoup de directions, et les gens nous le disent aussi sur les lignes de piquetage, qui secrètement appuient les profs, mais qui n'ont pas les marges de manœuvre pour le faire. Il y a certains centres de services aussi qui sont plus récalcitrants par rapport aux lignes directrices données par la Fédération des centres de services scolaires. Donc, il y a probablement tout un éventail, mais c'est parfois les directions d'école ou de centre le problème. Mais pour nous, on a l'impression en ce moment que c'est vraiment au niveau du comité patronal de négociation, des représentants au ministère de l'Éducation peut-être aussi. C'est là où les gens se sont mis dans la tête leur idéologie, leur façon de gérer les profs. C'est une gestion qui est vraiment d'un autre temps. Puis les directions doivent être probablement prises là-dedans, entre la souffrance du monde sur le terrain puis des demandes déconnectées qui viennent d'en haut. Patrick Delrose. Oui, juste revenir à la première question qu'Alain vous a posée tantôt. Vous avez dit régler avant Noël, puis je ne suis pas certain si vous parliez des affectations ou carrément de la grève. De l'ensemble de l'œuvre, c'est urgent qu'on règle. On a toujours visé avant les fêtes. Je ne peux pas croire que ça ne sera pas réglé à Noël. On a des gens dans la rue, il y a 2 million d'élèves qui ne vont pas à l'école. Il faut que ça soit réglé avant Noël. Et le but de prendre la rue, c'était ça. On ne peut pas continuer à tourner en rond. Il faut absolument qu'on avance puis qu'on règle. Les profs ont besoin d'espoir, ont besoin de sentir qu'on va s'occuper d'eux un jour. Puis si on... L'impression, parce que vous voyez au cadre et dans la communication du gouvernement, on se dirige vers un règlement avant Noël. Je ne peux pas le promettre, mais c'est ça que ça prend. Puis Mme Lebel, on a besoin qu'elle soit au rendez-vous pour faire débloquer les tables. C'est facile de parler dans la population là, puis de dire on travaille fort et tout ça. Il faut vraiment qu'on sente que ça redescend aux tables. Alain Laforêt. On a parlé du sectoriel beaucoup ce matin, on n'a pas parlé des salaires. Une de vos revendications, c'est d'avoir la moyenne canadienne. Selon les chiffres disponibles à échéance, c'est plus que la moyenne canadienne. On aura plus que la moyenne canadienne si la moyenne canadienne reste au niveau où on l'a évalué au moment où on a fait nos demandes. Les profs de l'Ontario viennent de signer. C'est une d'une négociation. Là. Actuellement, ce qui est sur la table, vous avez 6 000 $ à échéance de plus que la moyenne canadienne. C'est pas assez pour vous. Mais la moyenne canadienne va aussi augmenter au gré des ententes qui vont être signées partout à travers le pays. Donc, ce qu'on demande, c'est d'être capable de suivre. L'idée, c'est pas de dire on l'a là, puis dans 4 ans, avec toutes les augmentations donc, ailleurs, on sera encore en retard. Sans ça, vous ne signez pas. Ah, si vous saviez, le salaire, c'est pas tout. Le salaire, ça fait partie, d'une entente. On a parlé juste de ça. Je vous parle du salarial. Est-ce que ça vous prend 107 000? Parce qu'à 102 000, même si actuellement, selon les chiffres, vous êtes au-dessus de la moyenne canadienne, c'est pas assez pour vous parce que vous venez de le dire, vous craignez qu'il y ait des augmentations d'ici 5 ans. On va regarder pour protéger notre pouvoir d'achat, mais je le répète, une entente, ça s'évalue dans un tout. Avoir des services dans sa classe, ça vaut quelque chose. Avoir du temps personnel qu'on peut faire au lieu de notre choix quand on n'a pas de local, ça aussi, ça vaut quelque chose. Des journées pédagogiques qu'on peut faire en télétravail, ça vaut quelque chose. On va regarder dans l'ensemble, mais le salaire, ça fait partie des critères qu'on va regarder. 107 000 que vous voulez?
On a demandé la moyenne canadienne. C'était notre point de départ, 95. qui va augmenter au fil du temps. M. Laforêt, je ne peux pas vous en dire plus. On va regarder au final, l'entendre ce que ça dit. Mais il n'y a pas d'idée en ce moment qu'on est fermé sur un chiffre magique puis qu'en bas de ça, on ne signera pas. On va apprécier dans son ensemble l'entente. Hugo Pilon-Larose. Après combien de jours de grève est-ce que, au bénéfice des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, vous allez revoir le calendrier de cet hiver? Nous, on n'est pas rendu là encore. On sait que pendant la pandémie, on a pris plein de retard, puis on a travaillé super fort. Nos profs vont être au rendez-vous au retour. On n'est pas en ce moment dans une logique de considérer les retards. On est dans une logique d'arrêter de ne pas négocier pour être capable d'avancer puis de régler. Donc, arrêtons de penser à combien de jours on va perdre, puis travaillons à ce qu'on en perde le moins possible, puis qu'on rentre le plus rapidement possible au travail. Pour ça, ça va prendre des gens qui discutent aux tables puis qui arrivent à une entente. Vos membres sont prêts à avoir des semaines de relâche cet hiver pour finir plus tard en juin? On n'a pas eu ces discussions-là. Notre objectif, c'est de régler le plus rapidement possible. Puis il faut que le gouvernement embarque dans ça. Arrêtons de penser au scénario catastrophe. Disons-nous, on est capable de régler rapidement. C'est ça l'urgence. Embarquons dans un blitz. Ouvrons les mandats. C'est ça qu'on veut faire. Est-ce qu'il y a des questions en anglais? Il n'y aura pas de réponse en anglais. Non. Je sais Cathy était là, Sam, des... Non, c'est ça. Parfait. Merci tout le monde. Merci beaucoup à vous. Merci de couvrir l'événement.